Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Et oui, c'est encore moi. Juste un petit mot pour t'annoncer la grande nouvelle. J'ai écrit un livre aux éditions Vuibert qui s'appelle Réussir l'expertise comptable et qui condense mes 6 années d'expérience en tant qu'étudiante et jeune professionnelle du chiffre. Les 200 pages sont réparties en 3 grands thèmes qui sont l'état d'esprit pour se dépasser personnellement et professionnellement, les révisions pour décrocher ses diplômes et enfin la vie professionnelle pour trouver la voie qui te correspond. Il est déjà disponible en librairie, sur la Fnac, sur Amazon, en format physique ou digital, donc si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description de l'épisode. Et maintenant, je te laisse en très bonne compagnie avec l'invité du jour. Bonjour Amandine. Bonjour Julie. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. On est à Paris, on est dans un espace de coworking. On n'est pas dans ton cabinet parce que tu n'as pas de cabinet. Tu nous en parleras tout à l'heure. On va commencer par parler de où est-ce que tu es née, quel type d'enfant tu étais, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite. Est-ce que c'était ton rêve peut-être de devenir expert comptable ou pas du tout? Quelles études tu as choisies, pourquoi? Quelles entreprises tu as faites, si tu as fait des cabinets, est-ce que tu en as changé, etc. Et pour en arriver à ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu peux du coup rapidement te présenter, nous dire Amandine qui tu es, ce que tu fais actuellement? Oui, écoute, merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Donc, je suis Amandine Castin, j'ai 36 ans. Je vis en région parisienne, du côté de Fontainebleau. Et aujourd'hui, je suis coach et formatrice auprès d'entrepreneurs, notamment sur tout ce qui est pilotage financier, gestion financière. J'accompagne aussi des mémorialistes à avoir leur diplôme, en tout cas à maximiser leurs chances d'avoir leur diplôme du diplôme d'expertise comptable. Toi, tu as eu ton diplôme, oui, mais tu n'es pas expert comptable? Non, exactement. J'ai créé ma structure il y a 3 ans. Dans le but d'accompagner des entrepreneurs et donc également des mémorialistes, mais tout vraiment sur l'aspect coaching et formation. J'ai suivi aussi une formation de coaching qui a été certifiante de 8 mois, qui me permet aujourd'hui d'être vraiment sur de l'accompagnement sur du développement d'activités, vraiment du business opérationnel. Et donc, je ne suis pas expert comptable en tant que tel par rapport, en tout cas, à la mission classique que les experts comptables ont de tenue comptable et de révision, etc. Aujourd'hui, j'accompagne lors de la création de structures, sur du business plan, sur de la mise en place d'outils de pilotage. Mais en tout cas, dès qu'il s'agit ensuite de tenir la comptabilité, je fais appel à des confrères ou d'ailleurs des experts comptables que j'ai accompagnés aussi à obtenir leur diplôme qui est aujourd'hui leur cabinet. Top. Comme quoi, on n'est pas obligé d'être expert comptable quand on a le DEC. Et donc, si on remonte au tout début, alors Amandine, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu es née en région parisienne ou pas du tout? Alors, je suis née en région parisienne. Mes parents sont originaires du Sud-Ouest. Ils sont arrivés en région parisienne, notamment pour le travail. Ils sont tous les 2 fonctionnaires. J'ai une sœur plus âgée qui est ingénieure. Je suis petite fille d'agriculteur et c'est important pour moi de me rappeler d'où je viens. Quelles sont mes racines. J'étais une enfant assez sage, en tout cas travailleuse. J'ai toujours été plutôt bonne élève. J'ai toujours aimé l'école. J'ai adoré apprendre. J'avais aussi des activités périscolaires, sport, activités créatives. J'ai toujours aimé faire plein de choses en même temps. C'est peut-être un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui. Il y a des choses qu'on retrouve, effectivement. Et est-ce que tu avais des métiers que tu voulais faire quand tu étais petite ou pas du tout? Alors, pas d'idée précise en particulier. En l'occurrence, j'avais pas du tout d'expert comptable autour de moi, ni expert comptable, ni professionnel du chiffre ou de la comptabilité d'ailleurs. Pas d'entrepreneur non plus autour de moi. Et je me rends compte aujourd'hui que finalement, on a tendance aussi à être
d'une certaine manière influencé par son entourage, par aller aussi vers ce qu'on connaît. Donc voilà, c'est bien aussi d'avoir cette curiosité de savoir ce qui peut se faire ailleurs, d'avoir des podcasts par exemple comme ça qui montrent aussi d'autres voies et des voies qui peuvent nous intéresser, qui peuvent nous correspondre. Donc en l'occurrence non, j'avais pas d'idée en particulier. Régulièrement, je revenais quand même sur la formation, sur l'enseignement. Ado, je donnais des cours particuliers, en l'occurrence des cours de maths. J'ai toujours aimé les chiffres, pas les maths en tant que telles, mais les chiffres, la manipulation des chiffres. J'ai donné des cours de sport aussi, donc l'aspect formation, enseignement est quand même revenu régulièrement, mais en tout cas, voilà, je me disais pas, je veux être expert comptable, je veux être entrepreneuse, rien de tout ça, parce que je ne connaissais pas, notamment. Ouais. Et surtout, entre guillemets, alors c'est pas vraiment un métier, mais le fait d'entreprendre, je trouve que, tu sais, quand on nous demande par exemple qu'est-ce que tu veux faire, si on répond entrepreneur ou dirigeant d'entreprise, on va dire mais c'est pas un métier ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre en fait, c'est même pas limite c'est même pas une possibilité. Enfin, quand on te demande un métier, c'est genre médecin, boulanger. Enfin, c'est pas c'est entreprendre pour quoi faire. Ouais, c'est ça. Quelle est la finalité derrière? Et après, aujourd'hui, on est dans une société qui évolue aussi, où le salariat est de moins en moins la voie unique et obligatoire. Et de plus en plus, on a de création d'entreprises, d'entrepreneurs dans les universités. Il y a des filières entrepreneuriat, ce qui n'était pas le cas à mon époque, mais même si je ne suis pas si vieille que ça. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui évoluent aussi, qui ouvrent vers de l'entrepreneuriat, mais quand moi j'ai fait mes études, en tout cas, ça n'existait pas du tout encore. Donc tu disais que tu étais plutôt bonne élève, c'était pendant toute ta scolarité globalement? Oui. J'ai eu la chance de pouvoir, en tout cas, faire les études que j'ai choisies, ou en tout cas qui m'ont permis de m'ouvrir le plus de portes. Ça a été un peu ma stratégie, parce que j'avais pas cette idée précise d'un métier à faire spécifiquement. Donc j'ai fait un bac S, option maths, parce que voilà, j'aimais les chiffres. Et après, j'avais quand même la capacité de suivre tout le cursus. Mais en soi, j'ai beaucoup travaillé aussi, et ça fait partie de mes valeurs qui sont importantes, à mon sens, et qui m'ont amenée là où j'en suis aujourd'hui. Mais oui, j'ai eu mes diplômes sans trop de problèmes. Et j'ai suivi la voie, donc bac S. Et ensuite, moi, au départ, je voulais être, en tout cas, post-bac, je voulais être prof de maths. Donc, je restais dans cette filière enseignement. Il y a quand même les chiffres et l'aspect formation. Donc, exactement. Finalement, tu n'es pas si éloignée. Ouais. Donc, je suis partie vers des études, en l'occurrence, un DUG de maths appliquées aux sciences sociales. J'aimais bien cette possibilité donc d'aller vers les maths, mais tout en ayant la possibilité de découvrir ce qu'était l'économie-gestion ou la comptabilité, qu'en bac S, on n'a pas du tout. Et c'est là où j'ai découvert la comptabilité. Et j'ai découvert aussi qu'en fait, les maths qu'on faisait dans le supérieur n'étaient pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et donc, c'est là où j'ai bifurqué quelque part, où je suis partie vers un DUG d'éco-gestion. Et j'ai préparé en même temps le concours pour entrer en MSTCF, parce que l'MSTCF Master CCA qui a été remplacé par le Master CCA, pile à l'époque où je l'ai passé d'ailleurs. Et donc, j'ai préparé le concours pour rentrer à Dauphine. Je suis rentrée à Dauphine en MSTCF, puis j'ai fait mon Master CCA, et dans la foulée, j'ai passé mon DSCG. Et peu de temps après, j'ai poursuivi vers le DEC, donc avec le stage de DEC. Alors, le DUG, c'est quoi? C'était 1, 2 ans, 3 ans? C'est en 2 ans. C'était en 2 ans? Enfin, c'était en 2 ans. C'était un peu comme une prépa c'est ce qui a été DT, remplacé BTS, par... c'est ce qui, en fait, encore une fois, à mon époque, c'était on rentrait en DUG en 2 ans, et ensuite on avait une maîtrise en 2 ans qui donnait un bac plus 4. Et donc moi, j'étais dans la réforme du LMND, donc avec la licence, master, doctorat. Et donc ça s'est transformé en 2 premières années de DUG, puis une première année de maîtrise qui était en fait la licence, et puis ensuite le master derrière. Et donc, en l'occurrence, j'étais la première promotion. On avait le programme des MSTCF habituels, sauf qu'il fallait qu'on fasse 1 an de plus pour avoir les équivalences, pour avoir le DSCG, ou en tout cas, il nous restait toujours les 2 matières qu'on a droit à passer, mais c'est à ce moment-là, j'aurais bien voulu, c'était pas possible, mais j'aurais bien voulu faire une année en alternance. Oui, parce que c'était moins... J'ai l'impression que c'était moins
c'était moins répandu de faire de l'alternance alors, par rapport à aujourd'hui. Oui, après, c'était le début aussi du master CCA, donc ils étaient en train de revoir les programmes. C'était globalement un programme qui était de toute façon très intense, la MSTCF, qu'ils ont réparti sur 3 ans au lieu de 2. Donc voilà, c'était le début. Donc pour autant, j'en ai un très bon souvenir de ces années de formation, beaucoup de travail aussi. Mais quand on parle de la fac, c'est pas la fac comme on peut l'imaginer parfois, quoi. Ouais. Est-ce que tu avais fait des stages alors pendant ton DEUC? Alors, j'ai fait des stages. En l'occurrence, ça a encore changé, mais j'ai fait 2 stages pendant mon master, première année, deuxième année. Avant le master, tu en avais fait 0? Non, j'en ai fait 0. Contrairement aux filières. Par contre, au moment où j'ai bifurqué, comme je ne connaissais pas du tout, quand même, j'avais eu 18 heures de compta et je me suis dit, avant de me lancer quand même vers une filière comptable, ce serait bien de voir ce qui se passe dans la pratique, dans la vraie vie. Donc j'ai pu trouver un cabinet qui a accepté de me prendre juste une journée en découverte. Puis une journée. Ouais, je suis venue sur Paris. Enfin, j'ai cherché à avoir une petite expérience simplement de découverte avant de bifurquer et de prendre cette voie, même si c'était pas la voie pure expertise comptable. Je savais qu'avec un master CCA derrière, on pouvait avoir beaucoup de portes ouvertes, beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités. Donc ensuite, j'ai eu, mais 2 stages de 3 et 4 mois. Et en l'occurrence, les cabinets venaient nous chercher directement à l'université, donc ça a été assez simple de trouver. Et j'ai fait mon choix en tout cas, je suis allée dans un cabinet d'une 50aine de personnes, cabinet d'expertise comptable assez classique, je dirais. Beaucoup de mes camarades allaient en big. Et en l'occurrence, l'associé de ce cabinet, c'était lors des présentations des cabinets, c'était assis devant nous, nous avait parlé du métier, nous avait parlé vraiment du métier d'expertise comptable, du concret, de comment ça se passait, de l'aspect conseil, etc. Ce qui dénotait un petit peu avec les présentations des autres cabinets. Et moi, ça m'a tout de suite plu. Donc, je suis rentrée dans ce cabinet. J'ai pu faire, même en stage, des missions assez intéressantes de révision. Je suis allée très vite en clientèle, faire de l'analyse. J'ai assez peu fait de saisie, au final. Dans ce cabinet, il y avait un pôle qui était dédié à la saisie comptable. Donc, j'en ai fait un petit peu. C'était le passage obligé quand même quand on était stagiaire pour découvrir ce que c'était. Mais quand j'entendais certains de mes collègues de promo qui avaient passé 3 mois à faire des rapprochements bancaires, je me disais, j'ai eu de la chance de pouvoir voir des choses très variées. Donc ça s'est très bien passé. J'ai fait mon 2e stage au même endroit parce qu'à nouveau, j'aimais beaucoup ce que je faisais. Et je suis rentrée dans ce cabinet ensuite en tant que salariée. Ça a été mon premier job avec un CDI. Ça s'est fait assez naturellement, notamment parce que, à nouveau, tout ce qu'on me confiait était pour moi intéressant. Et lors de ma première expérience professionnelle, j'ai pu découvrir ce que c'était la conso. J'intervenais aussi sur du CAC, j'intervenais aussi sur des dossiers d'expertise comptable, donc globalement très complet. Donc c'était très varié et peut-être que ça t'a donné justement envie d'aller jusqu'au bout, de passer le DEC. Et là, tu t'es dit, je voudrais être expert comptable. Alors oui, et puis c'est aussi cette dynamique, je pense, quand on a passé le DSCG, de se dire plutôt on l'a et plutôt c'est derrière nous. Et effectivement, c'est très long. J'ai pas été inscrite tout de suite pour des problématiques de maître de stage, Et puis au final, après, j'ai fait 3 ans, mais qui se sont transformés en 4. J'ai failli être radiée parce que je rendais pas mes rapports. Et puis ensuite, il y a tout le temps de rédaction et donc ça s'éternise. Donc plutôt on le passe quand on veut aller dans cette voie-là et mieux c'est quand même. Et là c'est pareil, quand tu passais le DEC, du coup c'était plus pour te laisser la liberté de faire ce que tu voulais après, un peu comme quand tu avais choisi la filière scientifique, où tu te disais quand même je voudrais être expert comptable, pourquoi pas créer mon cabinet, être associé. Non, c'était effectivement à nouveau, pour avoir cette possibilité, ce diplôme en poche pour avoir le jour où je voudrais monter mon cabinet, mais c'était pas forcément ce que je souhaitais.
voilà, je me laissais un peu porter aussi par les différentes missions qu'on me confiait. Entre-temps, durant mon stage, j'ai changé de cabinet. Il se trouve que beaucoup des associés n'étaient pas diplômés d'expertise comptable. Donc voilà, c'était pas un passage obligé pour ensuite, par exemple, être associé. Donc moi, à ce moment-là, l'idée que j'avais d'être expert comptable et d'ouvrir son cabinet, c'est d'une part, c'est très dur. Il faut soit racheter une clientèle, soit partir de zéro. Et la grande question de comment est-ce qu'on trouve des clients, et ça m'effrayait. Ouais, je voyais pas d'autres voies possibles ou d'autres chemins possibles à ce moment-là. Et donc, à nouveau, c'est bien d'entendre que c'est possible mais on nous prépare pas en tant que même dans la formation d'expertise comptable, on nous prépare pas à entreprendre, on nous prépare pas à être expert comptable entrepreneur, à se savoir finalement ce qu'il faut qu'on fasse une fois qu'on se dit tiens, je me mets à mon compte, quelle mission je vais proposer, comment est-ce que je vais trouver mes clients, comment est-ce que je vais me positionner, comment est-ce que je vais me différencier de mes concurrents. Et ça fonctionne à la fois en tant qu'expert comptable ou en tant que dirigeant d'une entreprise, coach ou autre. Donc là, on arrive sur des problématiques d'entrepreneuriat, je dirais, pures. Qui peuvent effrayer, effectivement. Et qui sont les problématiques aussi qu'ont nos clients, normalement. Oui. Donc, c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'on conseille des entrepreneurs et parfois on n'est pas entrepreneur nous-mêmes. Enfin, ce qui est normal aussi parce que tout le monde n'a pas forcément envie d'entreprendre ou n'est pas fait pour ça. Mais il n'empêche qu'au final, je pense que le fait d'avoir cette casquette justement entrepreneur, ça permet peut-être de prendre un peu plus du recul et de mieux accompagner justement les clients qui ont ces problématiques-là aussi. Oui, alors c'est précisément la situation que je rencontre aujourd'hui. Je suis moi-même confrontée aux mêmes problématiques des clients que j'accompagne, que ce soit en termes d'organisation, de stratégie, de freins et de croyances de tout ordre qu'on peut avoir. C'est un métier à part entière, même si on développe une activité, mais on est aussi entrepreneur. Et donc aujourd'hui, c'est plus facile pour moi, je trouve, d'accompagner mes clients en passant, ou en tout cas quand je communique avec eux, quand ils me parlent de leurs difficultés, souvent je vois exactement ce dont ils me parlent. Oui. Et tu disais que tu avais eu des problématiques par rapport à ton maître de stage, parce que pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu différent par rapport par exemple au DCG, au DSCG, où entre guillemets c'est toi qui t'inscris, pour passer les épreuves. Donc entre guillemets tu passes les épreuves que tu veux, dans l'ordre que tu veux, etc. Ouais. Alors que le stage c'est un peu différent parce qu'on va dire c'est plus le cabinet qui t'inscrit. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer, je sais pas comment ça s'était passé, quelles étaient les problématiques, pourquoi ça t'a décalé dans ton stage Oui, alors bon, après, c'était aussi parce que j'avais cette tendance, mais comme souvent, de vouloir faire tout de suite. Et puis finalement, avec le recul, on se rend compte que parfois, c'est bien de laisser aussi un peu de temps. On n'est pas si pressé que ça. Et la problématique en question, c'est qu'il y avait pas assez d'experts comptables inscrits dans mon cabinet. Donc inscrits à l'ordre. Inscrits à l'ordre, qui pouvaient avoir des stagiaires. En l'occurrence, il y avait trop de stagiaires. En tout cas, il y a un nombre limité. Je crois que ça doit être 5 par expert comptable, un truc comme 5 ça. 5 ou 10, même. C'est peut-être à 10, tu penses ? J'ai un doute, à voir. À vérifier, mais en tout cas, il y a parce que 10, ça me paraît beaucoup quand même. Oui, mais en l'occurrence, on avait, dans le cabinet, il y avait qu'un seul. Qui était inscrit à l'ordre. Ok. Ouais. Et donc, il a fallu attendre qu'il y ait d'autres. Il y avait d'autres diplômés d'expertise comptable, mais qui n'étaient pas inscrits à l'ordre. Donc, il a fallu attendre que les formalités soient faites au sein du cabinet et qu'ensuite toutes les formalités administratives également soient faites. Pour qu'on puisse, on était plusieurs à être dans ce cas-là, à avoir été embauchés en même temps, à vouloir faire notre stage et à pas pouvoir s'inscrire tout de suite, entre guillemets. Et donc, ça fait partie effectivement des problématiques que les stagiaires ou les mémorialistes peuvent rencontrer ensuite. Donc bien faire, avoir un peu un point de vigilance quand vous postulez dans un cabinet, si vous voulez commencer vraiment votre stage tout de suite. En tout cas, de poser la question ou de savoir est-ce que c'est possible de s'inscrire tout de suite ou pas, parce que c'est pas forcément automatique, et donc c'est dommage de se dire je veux le commencer maintenant, et au final d'arriver et de se dire ah non en fait je vais pas pouvoir parce que X ou Y. Donc si c'est vraiment un critère pour vous, faut poser la question en entretien. Oui. Après, c'est là où je disais, parfois, c'est bien de relativiser aussi sur l'aspect timing, parce que
alors comme j'en accompagne un certain nombre des mémorialistes, peu de mémorialistes, dès la fin des 3 ans, se présentent au diplôme avec un mémoire. Et donc, quelque part, avec le recul, je me dis que j'étais pas à 6 mois près, j'étais pas à 1 an près non plus. Alors, c'est sûr que plus vite on termine notre stage et plus vite on a notre attestation de fin de stage, etc. Mais voilà, c'est... en soi, à mon sens, c'est pas forcément un critère non plus de choix, mais effectivement, on peut poser la question en entretien, notamment de savoir si on peut commencer notre stage ou pas, s'il y a d'autres stagiaires et comment ça se passe. Et il y a des cabinets qui mettent en place des clauses de diffamation, donc c'est intéressant de savoir quelles sont les pratiques. Et justement, alors, pour les clauses de diffamation, j'ai vu dans des documentations de l'ordre, donc on a le droit d'en mettre dans les contrats de travail, mais en tout cas, ça n'est pas censé s'appliquer au stage d'expertise comptable. Donc ça veut dire que si vous quittez, par exemple, le cabinet en cours, vous n'avez pas à rembourser les frais qui ont été avancés par le cabinet. Oui, effectivement, mais il y a quand même des cabinets qui les mettent en place. Mais du coup, je vous invite à vous renseigner sur le sujet. Et tu disais aussi que tu avais eu un petit couac, entre guillemets, avec tes rapports semestriels. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est les rapports semestriels pour ceux qui ne connaissent pas et quelle a été ton expérience dessus? Donc, lors du stage, il y a un certain nombre d'obligations qu'on doit remplir, notamment participer aux journées de stage et également réaliser 4 rapports semestriels. Donc, en l'occurrence, la première année, il n'y en a pas. Et ensuite, on doit donc rédiger au moins 3 rapports sur une mission en particulier. Ce sont des rapports de 15 pages maximum de mémoire. C'est expliciter une mission qu'on peut réaliser, comment ça s'est passé, prendre un peu de recul, etc. Et puis, il y a un des rapports qu'on doit présenter qui correspond en fait à la notice ou à la demande d'agrément qu'on présentera ensuite pour notre mémoire. Concrètement, on a aussi des feuilles d'heures à remplir et concrètement, ces rapports doivent être signés par notre maître de stage, qui est dans le cabinet, et puis également par le contrôleur, envoyé au contrôleur de stage, relu par le contrôleur de stage. Contrôleur de stage qui est un membre externe de l'ordre. Ouais. En principe, on doit tout rendre, donc les feuilles d'heures, les rapports, etc., dans les 3 ans de stage. Alors, on peut obtenir un délai de 6 mois renouvelable une fois, donc maximum 1 an, pour pouvoir finaliser nos rapports, les déposer, etc. Pour le coup, moi, tout était prêt, mais c'était... je faisais passer d'autres priorités avant, de priorités du cabinet notamment. Et donc, il me restait vraiment pas grand-chose, sauf que je finissais pas ces rapports, je les avais pas envoyés à mon maître de stage, donc il me restait vraiment pas grand-chose, jusqu'à ce que, effectivement, le délai des 6 mois complémentaires passe, et puis que je reçoive une lettre de l'ordre me convoquant à un entretien préalable à la radiation, et me disant que j'allais devoir m'expliquer sur pourquoi je ne rendais pas ces rapports-là, et en l'occurrence, il y a certains, parfois, ils envoient des lettres de relance quand on est en retard pour ces rapports. Là, moi, j'avais reçu aucune lettre de relance, mais ça m'a fait bien réfléchir sur pourquoi je faisais mon stage. Et il arrive toujours un moment où, de toute façon, on se pose cette question de pourquoi on veut notre DEC, pourquoi on veut ce diplôme, parce que la motivation est jamais au rendez-vous tout le temps. Et là, ça a été ce moment-là pour moi de savoir si je passais cette marche-là, c'est-à-dire je faisais les petites choses qui me manquaient, mais pourtant que je ne faisais pas, pour avoir mon attestation de fin de stage et ensuite poursuivre vers le DEC. Et donc, j'ai tout fini en 1 semaine, j'ai tout envoyé, je les ai appelés, ils ont annulé l'entretien, et donc, j'ai eu mon attestation de fin de stage et c'est rentré dans l'ordre. Mais ça m'a permis, effectivement, de me mettre un peu au pied du mur sur cette question de pourquoi je le fais et jusqu'où je vais et qu'est-ce que j'en fais après. Même si à ce moment-là, je savais pas exactement ce que j'en ferais d'ailleurs. Ah oui, c'est ce que j'allais te demander, parce que tu disais, à partir de ce moment-là, tu t'es dit, j'y vais, etc. Mais tu étais toujours en fait en cours. Tu vois, tu aurais pu dire, vu que je sais pas trop, je vais laisser traîner, entre guillemets, alors que si tu te dis, oui, non, mais je veux vraiment être expert comptable, donc je le passe. Mais en fait, là, tu savais. C'est la difficulté, c'est pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Ça demande tellement d'énergie, tellement de travail en parallèle de tout le reste, de la vie personnelle, familiale.
professionnelle que il faut arriver à trouver des leviers de motivation. Et ça vaut aussi, notamment pour le mémoire, où on est lâché, hein, on est tout seul. Et donc, il faut arriver à trouver les moyens de remettre un niveau de priorité maximum, ou en tout cas de remettre le mémoire, de remettre le deck à un niveau de priorité important pour ne pas lâcher et pour continuer. Et quand on ne sait pas exactement ce qu'on va faire avec, nécessairement, ce niveau de priorité est plus difficile à maintenir. Et en l'occurrence, moi j'avais des camarades autour de moi qui me disaient, mais en fait, si on veut pas être associé derrière, si on veut pas nécessairement ouvrir notre cabinet, pourquoi on le fait, pourquoi on y va? Et à contrario, c'est aussi ce que je conseille beaucoup à des mémorialistes, parfois qui se posent la question, qui se disent mais j'y arriverai jamais, je suis bloquée, etc. Je leur dis mais posez-vous la question, comment vous vous sentez si vous arrêtez maintenant? Déjà, est-ce qu'un jour vous le reprendrez? Vous reprendrez ces études? Et comment vous vivrez avec cette décision que vous prenez aujourd'hui? Et c'est complètement OK de se dire c'est pas pour moi ou j'ai pas envie d'aller jusqu'au bout. Comment vous vivez ensuite avec cette décision que vous avez prise à ce moment-là? Est-ce que vous pensez le regretter ou pas? Et donc là, en général, ça aide à se rappeler pourquoi est-ce qu'on le fait, pourquoi est-ce qu'on veut aller au bout. Et même si on ne sait pas exactement ce qu'on en fait en quelque sorte après, eh bien, pour autant, ça peut aider à se motiver à continuer. Et à ce moment-là, tu avais des idées ou pas tu avais déjà ton sujet de mémoire, peut-être si tu devais déposer ta notice, ou peut-être pas du tout, et c'est peut-être aussi pour ça que, entre guillemets, si t'as pas de sujet de mémoire, tu peux un peu laisser traîner le truc. Alors oui, j'avais mon sujet de mémoire, donc en soi c'était vraiment l'idée de se dire qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je continue après, je vois la montagne qui me paraît énorme, est-ce que vraiment je veux aller au bout, je vais jusqu'au sommet, ou est-ce que je m'arrête là parce que c'est quel que soit le chemin que j'ai déjà parcouru, ça me semble être trop d'efforts, trop d'énergie par rapport à ce que je souhaiterais en retirer. Et en l'occurrence, après coup maintenant, je trouve que la montagne n'était pas si haute que ça. C'est toujours ça, quand on arrive en haut, on se dit quand même, ça a été dur sur le chemin, mais on est content d'être arrivé en haut, on est content d'avoir réussi. Quand je vois, même si j'exerce pas en tant qu'expert comptable, quand je vois la légitimité que je peux avoir, la confiance que je peux avoir de la part des clients, c'est un sésame. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, et quel que soit le chemin qu'on prenne ensuite, c'est une formidable formation, une formidable expérience aussi. Le mémoire en tant que tel, pour moi, c'est une petite expérience de l'entrepreneuriat. C'est créer une offre, c'est répondre à un besoin, c'est s'adresser aux experts comptables, c'est vendre son mémoire aux experts comptables, c'est arriver à déterminer quelque chose qui va vraiment répondre à un besoin et pour lequel on va apporter une solution. Donc, c'est aussi un apprentissage en tant que tel, et c'est très formateur. Et justement, c'était quoi ton sujet? Comment t'as fait pour le trouver? Alors, du coup, tu nous as dit que tu avais quand même des missions assez diversifiées, donc peut-être que c'était plus facile. Peut-être, je sais pas si tu as des conseils aussi, s'il y a des personnes qui nous écoutent, que ce soit pour... peut-être même leur mémoire DSCG ou leur mémoire de DEC, parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mémorialistes maintenant, comme on dit, qui ont du mal des fois à trouver leur sujet parce qu'ils ont des missions, on va dire, plutôt classiques. Donc, est-ce que tu as des conseils un peu comment on peut faire pour trouver un sujet de mémoire? Est-ce qu'il faut ou pas, ou ça peut être une éventualité des fois changer de cabinet? Peut-être que c'est aussi en lien avec ce qu'on veut faire après, parce que si on a des missions classiques et qu'on c'est pas forcément ce qui nous botte, peut-être qu'il vaut mieux changer de cabinet en cours de stage ou en fin de stage pour trouver un sujet de mémoire, et aussi que ce soit un tremplin entre guillemets pour notre vie professionnelle future. Quel est ton avis sur ça? Alors, en l'occurrence, donc j'ai changé de cabinet au cours de mon stage, et donc j'ai changé de sujet pour le coup. Ah oui, carrément. Parce que j'avais dans mon deuxième cabinet, j'intervenais en tant que, plutôt auprès de groupes, donc sur de la consolidation en tant que directrice financière externalisée. Je travaillais aussi sur du projet, de la mise en place d'outils, donc effectivement des missions
également dans ce cabinet très varié, mais plutôt pour des grands groupes, alors que dans mon premier cabinet, on était sur une clientèle plutôt d'indépendants, de dirigeants, plutôt. Du coup, je pensais faire mon mémoire sur la création d'entreprise. Donc c'est marrant quand on voit ce que je fais aujourd'hui. Et en l'occurrence, j'ai choisi mon sujet de mémoire par rapport aux missions que j'avais à ce moment-là, à savoir, je l'ai fait sur la modélisation budgétaire. Donc j'ai toujours été attirée par tout ce qui était contrôle de gestion, analyse opérationnelle, etc. Et donc voilà, j'ai fait mon mémoire sur quelque chose que j'ai créé dans le cadre d'une de mes missions et que j'ai développé. Et en l'occurrence, comment j'ai choisi ce sujet ? Eh bien, c'est notamment en parlant autour de moi. C'est en parlant avec les associés. Lors d'une discussion, en fait, j'ai eu une sorte de déclic parce que j'arrivais pas à trouver. J'avais ce thème de contrôle de gestion, de reporting, de tableau de bord. Je tournais toujours autour de ça, de mise en place d'indicateurs, de KPI ou quoi. Et c'est en échangeant que tout d'un coup, voilà, ça a été plus facile pour moi de me dire, bah oui, en fait, tiens, je vais essayer plutôt de le faire sur ça. Et puis en général, c'est rare de se dire, bah tiens, ça va être ça mon sujet de mémoire. On fonctionne plutôt en entonnoir, on choisit le thème, et puis ensuite on affine encore pour trouver la problématique. En l'occurrence, c'est souvent le cas de personnes que j'accompagne qui bloquent sur le sujet de mémoire parce qu'elles sont sur des missions plutôt traditionnelles et elles ont plutôt cette tendance à se dire, bah c'est pas intéressant. En fait, l'enjeu par rapport à son sujet de mémoire, c'est d'essayer de trouver un sujet qui corresponde à un besoin, donc des experts comptables. Donc, l'une des méthodes ou des outils, l'un des outils qui peut être pris quand on recherche, c'est vraiment d'essayer de voir parmi toutes les missions qu'on fait, quelles sont les questions que nous, on se pose. Quelles sont finalement, dans notre quotidien, même sur des missions traditionnelles, ces questions pour lesquelles on n'a rien dans des ouvrages, on n'a pas d'accès direct, il n'y a pas d'article, on n'a pas de solution, on est obligé d'aller faire des recherches, de prendre des positions, et puis selon les clients, ça peut être des arbitrages qui peuvent être différents, et là, potentiellement, on a un sujet de mémoire. Et idéalement, c'est quand même plus facile quand c'est une mission sur laquelle on a travaillé. Après, il y a des mémorialistes qui font leur mémoire sur des sujets qui les intéressent. Alors ça, c'est une des priorités, parce que vu le temps qu'on y passe, c'est important de choisir un sujet qui nous plaît. Mais qui ne l'ont pas réellement vu forcément en pratique, ou alors ils partent de leur pratique et puis ils extrapolent. Et donc là, c'est dans quelle mesure on arrive à avoir les données, les informations, accès aux personnes pour compléter notre propre expérience. Et après, sur la question de changer de cabinet, le problème, c'est que souvent, on peut se mettre derrière cette excuse, en quelque sorte, de se dire, tiens, dans mon cabinet, j'ai pas de mission assez intéressante pour un mémoire, donc je vais changer de cabinet. Mais en fait, c'est toujours... on attend toujours quelque chose. Donc, quand on sera dans l'autre cabinet, combien de temps on attendra pour avoir des missions qui pourraient potentiellement nous intéresser ? Donc, moi, mon conseil, c'est plutôt de partir de son expérience, que ce soit dans ce cabinet ou ailleurs d'ailleurs, et essayer de dégager une problématique, une question qu'on rencontre, qu'on a rencontrée, pour lesquelles on a peut-être construit un outil, pour lesquelles on a construit une méthodologie, un apport en particulier qui a plu à notre client et qu'on pourrait dupliquer auprès d'autres clients. Et après, la question du tremplin, ça peut mettre beaucoup de pression sur les épaules des mémorialistes de dire, mais en fait, je vais faire un mémoire, il faut que j'en fasse quelque chose aussi après. Alors, il y en a, clairement. Là, j'ai accompagné quelqu'un qui dit, moi, ensuite, j'en fais un livre. Voilà. Il a de très beaux projets pour son mémoire, donc c'est super. Après, on a déjà suffisamment de pression sur les épaules pour ne pas s'en rajouter si c'est pas déjà le cas. Moi, j'ai plutôt tendance à dire, faites votre mémoire, trouvez votre sujet, avancez, etc. Obtenez votre diplôme, et puis après, si vous voulez en faire quelque chose, tant mieux, mais c'est pas forcément un prérequis ou une pression supplémentaire à se mettre sur les épaules. Et en l'occurrence, moi, j'ai fait mon mémoire sur la modélisation budgétaire, et c'est quelque part ce que je fais aujourd'hui auprès des entrepreneurs. Mais c'était... Voilà, il s'est passé du temps, hein. Il y a eu du chemin qui a été parcouru depuis, et je me dis, oui, finalement, c'est quand même ça qui me plaisait et que je mets en œuvre aujourd'hui. Mais le lien n'était pas du tout si direct que ça aurait pu l'être, quoi. Et c'est intéressant ce que tu dis sur le fait qu'il ne faut pas forcément
changer de cabinet parce qu'on se dit que c'est pas intéressant ce qu'on fait. Mais déjà, est-ce que ce qui est intéressant pour nous n'est pas forcément intéressant pour quelqu'un d'autre? Oui. Et inversement, donc peut-être que quelqu'un qui aurait été à notre place, il aurait trouvé le dossier ou le client ou qu'importe super intéressant et il en aurait fait un sujet de mémoire, alors que nous, dans l'immédiat, on ne le voit pas. Et donc peut-être qu'en changeant de cabinet, entre guillemets, le problème, il est toujours au même niveau parce qu'on ne trouve pas ça intéressant. Et peut-être là de se poser la question, en fait, si on trouve que rien n'est intéressant, finalement, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais, pourquoi je passe le deck? Alors que, en fait, ça doit venir de nous aussi de rendre un peu la chose intéressante. Enfin, il y a forcément un fil qu'on peut dérouler. C'est trouver un angle qui puisse correspondre aux attentes du mémoire. Parce que ça reste un exercice très particulier et auquel on n'est pas forcément confronté dans notre quotidien. Donc, c'est ce que tu dis là, c'est aussi, à un moment donné, d'arriver à sortir de ce quotidien, de cette routine qu'on a, de ces missions où parfois on emmène beaucoup en parallèle. On a des portefeuilles de clients qui peuvent être parfois très élevés. On jongle entre X sujets et c'est compliqué d'arriver à sortir de ça et de se dire ok, en fait, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui peut être intéressant pour la profession quand on connaît pas les attentes du jury ou pour ce diplôme, c'est d'autant plus difficile de se mettre à cette place-là. Donc après, un des conseils, c'est de se faire accompagner, de s'entourer, de parler aussi de ce qu'on fait et effectivement par rapport à ce que tu disais là, c'est d'essayer d'avoir un autre angle, d'essayer d'avoir un autre regard sur ce qu'on fait pour essayer d'identifier effectivement quelque chose qui peut être un sujet de mémoire. Mais des sujets de mémoire, quand on entend des personnes autour de nous et qu'on cherche, on entend souvent mais il y en a plein des sujets de mémoire. Et effectivement, on peut en trouver plein. Mais après, il faut que ce soit un sujet qui nous intéresse et sur lequel on est prêt à écrire 100 pages, au moins, hors annexe. Toi, tu as fait sur la modélisation budgétaire. Alors, le mot, ça me parle, mais concrètement, c'est quoi? C'est un budget. C'est établir un budget, en l'occurrence dans une salle de cinéma. Je l'avais sectorisé parce que j'intervenais beaucoup pour un groupe dans le secteur du cinéma. Et donc, c'est le mémoire en tant que tel, c'était une méthodologie et un outil pour l'expert comptable pour lui permettre d'établir des prévisions financières et compte de résultats, trésorerie notamment, pour permettre aux dirigeants de pouvoir suivre son activité, prévoir son activité, suivre son activité en sachant que, en l'occurrence, le milieu du cinéma est très axé sur la fréquentation, qui est par nature imprévisible. Donc, faire des prévisions financières dans ce contexte-là est pas forcément évident. Et de là dépendent d'autres facteurs, des décisions stratégiques, des décisions au niveau de la masse salariale, de plein de choses qui découlent finalement de ce qu'on peut avoir avec des prévisions chiffrées et qui sont complètement, potentiellement aléatoires, quoi. Oui, on a beaucoup de coûts fixes et du coup, le but, c'est en gros de remplir la salle au maximum. Ouais. Et comment tu as fait alors pour t'organiser, pour passer le mémoire, le rédiger, les épreuves écrites? Est-ce que tu as passé les 3 en même temps? Est-ce que tu as fait d'abord les écrits, après le mémoire? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Alors, j'ai passé les 3 en même temps, ce qui est une bonne stratégie pour ceux qui nous écoutent, s'ils ont la possibilité, parce que clairement, ça peut permettre de rattraper notamment une note inférieure à la moyenne sur la révision. Donc, au moins, on passe tout en même temps et au moins c'est fait. Et clairement, ça maximise les chances de réussite. Et après, pour le mémoire, ce qui fonctionne, c'est d'arriver à trouver sa propre organisation, là pour le coup, qui est propre à chacun. Moi, j'ai toujours été matinale, donc concrètement, je me levais 1 heure et demie plus tôt tous les matins et j'essayais d'écrire une page. Parce qu'en fait, il s'est passé peut-être 6 mois où je me mettais la pression de me dire il faut que je travaille sur le mémoire, il faut que j'avance. Et en fait, le soir, en fait, on n'arrive jamais à partir à l'heure à laquelle on veut partir. Entre midi et 2, c'est pas toujours le moment où on arrive même à prendre une pause déjeuner. Donc, c'est compliqué aussi à ce moment-là. C'est compliqué de s'arrêter, de travailler pour des clients pour travailler sur notre mémoire. Donc, moi, c'était une manière qui me permettait au moins de démarrer ma journée en cabinet et au moins, j'avais écrit une page, une demi-page, mais au moins c'était avancé petit à petit pour me permettre d'arriver à avoir
voilà, mes 100 pages au moins qui étaient écrites. Et puis derrière, j'ai tout réécrit. Parce qu'en général, quand on rédige un mémoire, en tout cas, moi, c'est ce que je conseille, c'est de remplir des pages pour avoir une première base. Ensuite, qu'on retravaille, c'est beaucoup plus simple ensuite, surtout quand toute la partie rédaction, c'est pas forcément notre truc. En tout cas, c'était pas mon truc. Donc, j'ai écrit petit à petit, ce qui m'a permis de me rassurer, de voir que ça avançait. Et puis ensuite, j'ai pris 3 semaines de congé l'été et puis j'ai tout refait. Et après, je me suis fait relire aussi par des personnes autour. Donc ça, moi, ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a permis d'avoir un autre regard par rapport à ce que j'avais écrit et de voir qu'effectivement, la partie concret, outils que j'avais pas encore rédigé, en fait, c'était la plus importante. Et après, pour les épreuves écrites, l'épreuve de déontologie, pour moi, c'était du bachotage. J'ai fait des fiches parce que c'était ma manière d'apprendre. Et pour la partie révision, j'ai fait beaucoup d'annales parce qu'on a oublié ce que c'était que d'écrire, en fait, 4 heures. Donc, je me suis bloquée des samedis matins pour faire des annales. Et puis, ça nous permet aussi de voir la mécanique, même si c'est pas les mêmes questions. On voit au moins, on s'habitue à aller chercher notre documentation, à être concentré à écrire pendant 4 heures. Et puis, ce qui a bien fonctionné pour moi aussi, c'est dans cette préparation de cette épreuve, c'est la préparation d'un index. Donc, j'avais toute ma documentation que j'avais indexée dans un seul document qui, au final, faisait beaucoup trop de pages. C'était beaucoup trop gros. Mais en tout cas, j'avais des mots-clés qui m'amenaient systématiquement à un cross-référencement dans chacun de mes ouvrages qui m'a permis de me préparer. En tout cas, l'idée, c'est pas de se palucher tous les bouquins, loin de là. C'est impossible, de toute façon. Mais c'est par contre d'avoir cette méthodologie de réponse, d'arriver à prendre du recul et puis de savoir trouver où est l'information. Et de la même manière que dans la pratique, quand on a une question d'un client, il faut trouver où est la source d'information pour pouvoir lui répondre. C'est intéressant ce que tu dis, le fait que tu prenais un créneau le matin avant d'aller au travail. Je ne sais pas si tu t'intéresses un peu au principe de productivité, etc. Mais il y a une règle qui s'appelle Eat the frog, mange la grenouille. Oui. Je ne sais pas si tu la connais. Oui. Et en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui est le plus important pour toi. Il faut commencer par cette action-là en début de la journée parce que normalement, ça libère la tête ensuite. Ouais, c'est ça. Et puis ton niveau d'énergie, normalement, il est genre à 100% quand tu démarres ta journée. On va dire qu'il diminue au fur et à mesure de la journée. Et si tu ne l'as pas fait, en général, par exemple, ça peut être pareil pour le sport. C'est pas genre à 19-20 heures quand tu rentres chez toi, que tu es fatigué de cette journée, que tu dois prendre ta douche, faire à manger et tout, que tu vas te dire... ou alors, tu peux l'être si tu es vraiment motivé et tout, mais de commencer, de te dire, ok, je vais me mettre en tenue de sport, je vais faire mon sport, je vais... Alors, après, c'est chacun son chronotype aussi. Il y en a qui sont plutôt du soir, qui travaillent bien la nuit. Donc, c'est une des méthodes. Voilà, c'est une méthode. C'est si, en tout cas, on est plutôt matinal et qu'on sent qu'on est on a plutôt de l'énergie le matin, c'est effectivement une bonne manière, en tout cas, d'ensuite se libérer la tête parce qu'on a mangé notre grenouille. On a commencé par là. Il y a aussi, on en parle aussi pas mal dans le milieu entrepreneurial, le brocoli, c'est que... Je connais pas ça. C'est le principe, pour ceux qui n'aiment pas les brocolis, en tout cas, c'est que quand on voit quelque chose dans notre assiette qui ressemble à un brocoli et qu'on n'a pas envie de le manger, on a tendance à manger tout le reste et à faire autre chose, en tout cas à tourner la tête. Et du coup, c'est un peu le même principe de dire, ok, aujourd'hui, je commence par manger mon brocoli, je commence par ce que je n'aime pas faire et il y a d'autres règles de productivité aussi qui disent que quand on commence ne serait-ce que 5 minutes, le plus dur, c'est d'arriver à s'y mettre. Donc, quand on arrive à démarrer, on limite au maximum tous les points de friction. Et donc, quand tu parlais pour faire du sport, on prépare déjà d'avance toutes nos affaires, etc. Là, c'est pareil. Si vous voulez vous lever plutôt 1 heure plus tôt le matin, vous avez votre bureau qui est prêt, vous savez que vous avez à vous lever, à vous asseoir, à démarrer. Le plus dur, ça va être les 5 minutes, ou en tout cas, le fait de se lever, ne pas éteindre le réveil. Et puis, une fois qu'on y est, une fois qu'on s'y met, c'est 5 minutes, puis ça y est, on est parti, puis ça va être 10, puis ça va être 15, et puis finalement, quand on voit que c'est l'heure d'aller au bureau, en fait, limite, on aurait bien aimé continuer. Mais au moins, ça permet d'avoir cette dynamique, et puis c'est aussi la dynamique des petits pas. C'est petits pas, c'est avancer, petits pas l'un après l'autre, qui nous permettent d'être moins dans ce côté subi, de frustration aussi, de voir que les choses n'avancent pas.
et cette culpabilité qui est toujours de nous dire on n'y arrive pas, on n'arrive pas à tout mener de front. Voilà, non, c'est au contraire, on peut commencer par là, on peut en faire un petit peu chaque jour et finalement aussi se féliciter quelque part de ces petites avancées, même si c'est pas parfait, même s'il faut les retravailler. En tout cas, c'est déjà un bon début et une bonne base, en tout cas, qui permettent de produire ce document en parallèle de tout le reste. Oui, et puis c'est plus facile de se dire je vais écrire une page plutôt que de se dire je vais écrire, faut que j'écrive un mémoire de 100 pages. Donc c'est le fait de scinder, de découper prendre un objectif, le découper et puis aussi le faire en fonction de notre organisation aussi. Moi, j'attache beaucoup d'importance à l'équilibre de vie personnelle, professionnelle. Écrire un mémoire, il y en a qui arrivent à en écrire en 3 semaines. Et bravo. Voilà, il y en a qui s'y mettent ou qui arrivent à travailler sur des plages très longues. Et qui savent qu'ils sont comme ça et que c'est leur truc. Il faut qu'ils aient juste 3 semaines pour le faire. Exactement. Et ils vont le faire. Ils y consacrent 3 semaines et au bout de 3 semaines, ils écrivent leur mémoire. Bon, il y en a d'autres où c'est plutôt, ça prend du temps. Parfois, ça prend 6 mois, 1 an. Et donc là, il faut arriver à tenir sur la durée. Et donc, on ne peut pas travailler 20 heures par semaine sur son mémoire pendant 6 mois. Enfin, c'est dur à tenir. Donc, c'est aussi prendre le temps de se reposer, prendre le temps d'avoir... ces activités, de se ressourcer aussi, de trouver cette énergie qui nous permet d'avancer. Et donc, l'une des premières choses à faire, c'est aussi de définir son objectif. À quelle session on veut se présenter? On fait le rétro-planning. Et puis si c'est ambitieux mais que c'est pas réaliste, et ben en fait, c'est smart. Les objectifs smart, par exemple. Ouais. Et alors, comment ça se passe le jour des épreuves comment ça se passe les écrits, l'oral? Est-ce que tu obtiens du premier coup? Oui. Alors, j'étais très, très stressée, blague pas. Mais oui, au final, ça s'est bien passé. La soutenance s'est très bien passée, notamment parce que alors c'était un secteur qui peut-être intéressait le jury, enfin, le secteur du cinéma. Ça sortait peut-être un peu de l'ordinaire par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de voir. En tout cas, j'ai pu parler d'anecdotes et de choses concrètes de ma pratique. Donc ça, je pense que j'ai marqué des points comme ça. Donc les 3 épreuves se sont bien passées. J'ai eu mon deck du premier coup et ensuite mon mémoire a été publié. Donc est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire quand le mémoire est publié, dans quelles conditions? Alors, quand on a une note supérieure à 13, on nous demande notre avis. On peut dire, non, je ne veux pas que mon mémoire soit publié. Mais on nous demande notre avis. Et si on accepte que notre mémoire soit publiée, la finalité, c'est surtout qu'il sera disponible sur le site de Bibliordre. Donc, en l'occurrence, pour les autres mémorialistes qui préparent leur mémoire, ils peuvent avoir accès aux mémoires en question qui ont eu cette note au moins de 13 sur 20. Et donc, du coup, les télécharger et, en principe, les professionnels peuvent aussi avoir accès à ces mémoires. Et l'idée étant de faire avancer la profession, même si, en tout cas, de mon expérience, c'est pas forcément un réflexe qu'ont les experts comptables ou les professionnels quand on est en capitaine, d'aller chercher, quand on se pose des questions, d'aller chercher si ce sujet n'a pas été traité déjà via un mémoire. Et quelque part, c'est dommage parce que c'est de la ressource, c'est de la documentation aussi qui est disponible et qui vient mettre à disposition de la profession d'une façon générale des mémoires qui ont reçu en tout cas une bonne note de la part du jury. Alors, ça fait quoi de voir son nom sur la liste? Il y a une petite pointe de fierté, forcément. Et c'est plutôt quand je vois des mémorialistes que j'accompagne et qui mettent mon mémoire en bibliographie, je me dis waouh. Je me dis que ça ferait du bien de relire mon mémoire et que j'y verrais certainement plein de points négatifs, maintenant que j'en ai relu plusieurs dizaines. Mais ça fait plaisir, forcément. Ça fait plaisir. Après, moi, j'avais pas l'ambition d'avoir les félicitations du jury ou de tu publier, peux avoir les félicitations, c'est genre si t'es supérieur à après c'est 15, 16 ou même 18. 14. Ouais. Ouais. Je sais pas, 18, il y en a. Il y en a des beaucoup, personnes qui ont plus de 18. Il n'y en a pas beaucoup qui ont plus de 14, 15 déjà. Mais après, il y a des mémoires qui sont primées. Donc, lors de la cérémonie de remise des diplômes, il y a certains
certains, du coup, experts comptables qui sont primés grâce à leur mémoire. Après, c'est encore une autre distinction. Hein. Et est-ce qu'en cours de route, tu avais trouvé un peu... t'avais pu réfléchir, trouver des réponses à ta question, de savoir pourquoi tu voulais le passer ou toujours pas? J'en étais restée, quand je l'ai passé, et j'en étais restée à plus tôt je l'ai, mieux c'est. Encore une fois, dans le cabinet dans lequel j'étais, tous n'étaient pas diplômés. En l'occurrence, l'année où je l'ai passé, mon associé l'a passé en même temps que moi parce qu'il arrivait, il était dans la réforme, et donc c'était l'une des dernières sessions où il pouvait finaliser son mémoire et ne pas perdre le bénéfice de son stage. Donc à ce moment-là, non. J'ai eu le mémoire. Clairement, j'ai eu le mémoire et donc le diplôme, et clairement, ça n'a rien changé dans mon quotidien. J'ai continué à travailler sur le même type de mission, sauf que maintenant, je me présentais comme diplômée d'expertise comptable dans ma signature, mais sinon, ça n'a pas changé mon quotidien, et en soi, je suis restée dans mon cabinet pendant 4 ans après avoir obtenu mon diplôme, et quand je suis partie de mon cabinet, c'était plus parce que j'arrivais à la fin d'un cycle. Donc j'avais passé plus de 10 ans en cabinet, plus mes stages. Bon, je pense que j'avais besoin d'autre chose. J'avais envie de me tourner plus vers de la formation, et je connaissais pas le coaching encore à l'époque. Plus vers du conseil opérationnel auprès des clients. J'avais eu l'opportunité de travailler pour des clients, notamment dans le secteur de l'hôtellerie, où j'allais sur place dans les hôtels, et j'allais faire de la formation en gestion financière des directeurs d'hôtels, et j'ai adoré ce pan de l'activité ou de l'accompagnement qu'on pouvait avoir, et finalement c'est ce vers quoi je me suis tournée après. Et donc, quand tu pars du cabinet, comment ça se passe? Est-ce que tu faisais pas du tout de coaching deck à cette époque, ou si tu en faisais déjà un peu peut-être? Alors si, concrètement, depuis que j'ai été diplômée, donc 2015, derrière, j'ai été dans mon cabinet, j'avais des équipes, j'ai gravi les échelons des cabinets petit à petit, et j'ai toujours aimé partager avec les équipes, accompagner et aider ceux qui passaient par ce chemin qui n'avait pas été si simple pour moi. Ou en tout cas, moi, je l'avais pas vécu de manière si linéaire, on va dire, quand j'étais dedans. Donc, j'ai accompagné pas mal de mémorialistes lorsque j'étais encore à cabinet, et quand je suis partie du cabinet, ces personnes me recommandaient, ou mon ancien réseau, mes anciennes équipes continuaient de me recommander auprès des mémorialistes qui préparaient leur deck. Et donc, quand j'ai créé ma structure pour accompagner des entrepreneurs, j'ai continué finalement en parallèle à accompagner des mémorialistes, plus par opportunité, parce qu'on venait me chercher, et puis parce que c'était quelque chose que j'aimais bien faire, à la fois arriver à guider, à rompre la solitude, à donner de la méthodologie, à faire part aussi de l'expérience que j'avais pu créer petit à petit dans ce type d'accompagnement-là. Et puis petit à petit, j'en ai accepté de plus en plus. Et puis là, j'ai de plus en plus de sollicitations. Et donc, ça fait partie des projets que je développe aujourd'hui, de garder des accompagnements individuels, mais de manière limitée, parce que je tiens à la qualité des accompagnements que je fais et du suivi que je peux faire des personnes ou des mémorialistes que j'accompagne. Mais j'ouvre actuellement des formats de groupe. Et également, je développe aussi du contenu gratuit qui soit accessible pour les mémorialistes, pour qu'ils puissent trouver des réponses aussi, et trouver de l'aide, et pouvoir arriver à leurs objectifs, à maximiser leurs chances de réussite au diplôme. Alors, sur la partie formation pour entrepreneurs, comment tu as fait concrètement pour avoir des clients, tu vois? Parce que j'ai l'impression que, en tout cas, moi, dans mon expérience en cabinet, je vois pas forcément les dirigeants se dire « Oh, tiens, je voudrais me former sur la gestion ». Enfin, oui. Comment tu as fait, du coup? Alors, effectivement, quand un dirigeant, notamment quand il crée sa structure, ou quand il change de statut, quand il passe de micro-entrepreneur, par exemple, à société, là, il se dit, tiens, il me faut un comptable, il me faut un expert comptable, et donc il va rechercher un cabinet d'expertise comptable.
autant là, moi, je me suis positionnée sur un domaine qui est l'ordre de la formation, qui est l'ordre du coaching. Et donc, la question de savoir, comment je m'adresse aux clients, comment je me positionne, ça a été un vrai sujet d'entrepreneur. Et donc, j'ai eu la même démarche que n'importe quel entrepreneur quand il souhaite développer son offre. Donc, à savoir, j'ai fait une étude de marché, j'ai eu toute une phase d'introspection pour savoir finalement ce que j'allais proposer, comment, de quelle manière. J'ai intégré plusieurs réseaux d'entrepreneurs, ce qui m'a permis de mieux comprendre leurs besoins, de définir une offre en fonction, de la tester. Et donc aujourd'hui, je trouve mes clients notamment beaucoup par bouche à oreille, par réseau. J'anime différents ateliers qui sont gratuits dans des associations ou dans des réseaux pour aider tous ces entrepreneurs qui craignent les chiffres, qui ont peur des chiffres, qui n'ont pas envie de regarder ou qui n'ont pas ce vernis financier, cette couche financière qui est indispensable en fait pour eux pour développer leur activité. Et donc, c'est un moyen pour moi de me faire connaître et la partie recommandation marche très bien. Est-ce que tu as pour projet, quand même à plus ou moins long terme, peut-être de retourner en cabinet ou alors tu te dis non, je n'ai pas du tout envie, là je suis très bien dans ce que je fais actuellement? Pourquoi pas, ça reste... je me ferme pas à cette porte-là. Pour l'instant, j'aime beaucoup ce que je fais. J'aime beaucoup justement ce côté entrepreneurial où on a toutes ces casquettes qu'on mène à la fois, que ce soit de l'ordre de notre métier, du technique, de l'opérationnel, mais également tout ce qui est commercial, tout ce qui est marketing. Je suis tombée dans le bain de l'entrepreneuriat sans connaître en amont ce que c'était, et j'ai adoré tout ce que j'y ai découvert et tous ces apprentissages que je peux faire au quotidien. J'ai l'impression d'apprendre en permanence. Donc j'adore ce que je fais aujourd'hui. J'adore cette possibilité de pouvoir créer mon propre job, mes propres offres, d'arriver à combiner à la fois du conseil, de la technique financière, mais aussi du coaching. Donc en m'étant formée au coaching, ça me permet d'utiliser des outils qui vont plus loin que ce que je faisais auparavant, d'aller chercher des freins, des croyances, sur le rapport à l'argent, sur des clients qui sont en train de vraiment passer un cap, par exemple, vraiment un palier, et qui veulent pas dépenser d'argent parce qu'ils veulent économiser, par exemple. Donc là, on touche très vite à des problématiques de coaching. Donc moi, j'adore pouvoir les accompagner sur de la stratégie, sur de l'organisation, sur de la structuration d'offres. Et c'est le cœur même finalement de leur activité en tant qu'entrepreneur, c'est d'arriver à avoir ce bagage-là pour leur permettre de développer leur activité de manière sereine et surtout pérenne. Et parfois, je suppose que les entrepreneurs que tu accompagnes, ils ont déjà un expert comptable, peut-être. Comment c'est vu ? Est-ce que c'est bien ou mal vu ou neutre ? Le fait d'avoir une autre personne, tu vois, qui apporte du conseil, qui est d'autant plus diplômé d'expertise comptable, alors qu'en soi, l'expert comptable pourrait se dire... moi aussi, je peux le faire et c'est mon client. Donc, comment tu gères ça ? Alors déjà, moi, j'ai beaucoup de clients qui n'ont pas d'expert comptable, notamment quand ils sont indépendants, qui sont, par exemple, micro-entrepreneurs, parce qu'ils n'ont pas l'obligation d'établir de compte. Ils ont des obligations administratives qui sont simplifiées. Pour autant, ils ont des besoins en gestion financière, ils ont des besoins et des connaissances indispensables sur toute la partie mécanique financière. J'accompagne aussi des entrepreneurs qui sont en coopérative d'activité, donc qui ont déjà, non pas un expert comptable, mais un comptable, qui ont déjà des formations, mais ça suffit pas, en fait. Ils ont besoin aussi d'être un peu pris par la main, accompagnés, d'avoir des rendez-vous trimestriels stratégiques pour les aider à analyser la situation qui vient de se passer, à essayer de se projeter sur l'avenir. Ils ont besoin aussi d'être rassurés. Et les clients que j'ai, qui ont aujourd'hui effectivement un expert comptable, et bien souvent, ils ont leur expert comptable pour toute la partie tenue comptable, donc et qui d'ailleurs
ne leur fait pas forcément ils n'ont pas forcément accès à leur compta au jour le jour. Donc ça, c'est un vrai point voilà, je pense que les entrepreneurs ont besoin de savoir où est-ce qu'ils en sont en temps réel, et ils s'adressent à moi notamment pour les accompagner sur de la formation, pour avoir cette analyse complémentaire, ce bagage, cette montée en compétences pour pouvoir piloter leur activité. Et donc, les entrepreneurs que j'accompagne ont un expert comptable, mais qui s'arrêtent seulement à la partie tenue comptable et qui vont pas plus loin. Maintenant, clairement, quand moi je leur explique que leur expert comptable pourrait les accompagner sur ces parties-là, souvent ils sont assez étonnés. Ouais, donc comme quoi ils connaissent pas bien le champ de compétences, mais c'est aussi à nous et à l'expert comptable en l'occurrence de dire je peux faire exactement ça. De proposer, d'accompagner et d'être aussi proactif. Après, ce qui se passe, la réalité des choses, c'est que quand on a, moi c'est ce que j'ai connu en tout cas en cabinet, quand on a notre portefeuille de clients, on voudrait proposer du conseil, on voudrait aller beaucoup plus loin. C'était d'ailleurs pour ma part une frustration de pas pouvoir être aussi proactif que ce qu'on voudrait, d'être finalement un peu sous l'eau, sous ce champ de production comptable, sous ce champ totalement de production des déclarations, tout ce champ réglementaire. Et finalement, c'est l'enjeu, je pense, aujourd'hui, c'est d'arriver, pour les cabinets, d'arriver à ce qui se passe déjà en grande partie, d'arriver à restructurer vraiment cette partie-là pour aller beaucoup plus vers de l'accompagnement, du conseil. Après, la partie formation, la partie pilotage, la partie je t'aide à construire ton outil, je t'aide sur de la stratégie, c'est pas forcément le champ direct qu'ont les experts comptables, mais ils pourraient tout à fait. Enfin, je veux dire, on a, avec la formation qu'on a, avec l'expérience qu'on a, quand on est passé par un cabinet, qu'on a vu différents clients, différentes tailles de clients, différentes missions, même sur des missions traditionnelles, on peut avoir une vision de l'entreprise qui peut vraiment être très intéressante pour les clients qu'on accompagne, pourvu qu'on arrive à sortir de ce champ pur de tenue, de production, qui souvent, finalement, pour autant, les clients, eux, ils ont l'impression que c'est pas valorisant, en fait. On dit souvent, la partie comptable et la valeur ajoutée donnée aux clients est souvent mal perçue. Donc, il y a un champ des possibles qui est très important. Et est-ce que tu peux nous parler du coup de ta semaine? Est-ce que tu as des semaines types ou peut-être est-ce que c'est jamais la même chose? Ou en tout cas, je sais pas comment tu t'organises, ou par exemple, cette semaine, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que c'est plus coaching day? Qu'est-ce que c'est plus formation? Peut-être que ça dépend parce qu'il y a une saisonnalité aussi, le fait que il y ait 2 fois par an les épreuves de DEC. Donc je pense que tu es déjà bien occupée avec ça. Ouais, alors semaine type, j'essaye de mettre des blocs, etc. Mais je le tiens jamais, clairement. Chaque semaine est différente. Globalement, j'ai toujours des accompagnements d'entrepreneurs et des accompagnements de DEC, même si effectivement il y a une saisonnalité. Donc ça me prend environ la moitié de ma semaine, et le reste de la semaine est consacré notamment à tout ce qui est marketing, production de contenu, création d'offres, et aspect commercial. J'ai régulièrement des calls avec du réseau, des calls avec des prospects ou des contacts. Comme j'anime pas mal d'ateliers, j'ai aussi un temps conséquent consacré à la préparation et l'animation des ateliers. Et là, par exemple, cette semaine, je suis à la fois... alors, on est en février, je suis à la fois sur la finalisation des relectures de ceux qui vont se présenter ils ont en mai. Déjà fini? Ah oui, presque, quasiment. Parce que normalement, la date limite, c'est le 28 février. Mais si on veut se faire relire, il faut prévoir de le finir avant. Et puis, il y a un temps qu'il ne faut pas sous-estimer de mise en page, de finalisation, des annexes, etc. Ça, en général, moi, ce que je conseille, c'est de finir de rédiger 1 mois avant. Parce que ensuite, ce temps-là est clairement assez chronophage. Donc, je suis sur la fin, sur les dernières versions, les lectures à nouveau des notes de synthèse, des intros, conclusions, etc. Et puis, en parallèle, pour ceux qui se présentent en novembre, je suis sur la phase de choix du plan. De choix du plan, de structuration, de choix de l'angle du sujet, quand c'est pas encore trouvé. Donc, effectivement, sur cette partie-là, il y a beaucoup de saisonnalité, et notamment
des pics lors des relectures. C'est aussi pour ça que je limite les places des mémorialistes que j'accompagne parce que clairement, sinon, c'est pas gérable dans des conditions, en tout cas, qui moi, me conviennent. Alors, il faudrait qu'il y ait des personnes qui finissent de l'écrire en novembre, en décembre, en janvier, mais sauf qu'en général, ça n'arrive pas. Ça arrive pour la session de mai, parce qu'en général, quand on voit la période fiscale arriver, on veut avoir fini avant. Donc oui, là, ça s'étale beaucoup plus. En tout cas, ça s'étale plus que pour la période de novembre. En général, c'est juillet, août, la finalisation. Voilà, c'est ça. Là, ça arrive en même temps. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton ou tes métiers? Parce que finalement, c'est ce que tu fais. Oui, j'ai l'impression d'avoir deux boîtes, en fait, 2 entreprises. Ce que je préfère, c'est rencontrer des gens, créer du lien, et puis les voir progresser, monter en compétences, s'épanouir. Quand je reçois des messages d'entrepreneurs que j'accompagne qui ont obtenu leur financement, qui ont obtenu leur bourse, qui voient leur projet se concrétiser parce que je les ai accompagnés à monter le dossier, parce que je les ai accompagnés à finaliser certaines choses ou à monter en compétences, c'est une joie partagée. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimes le moins? Quand je me remets à subir en quelque sorte cette espèce de roue du hamster, quand on est dans le guidon et qu'on court, on s'arrête pas, et puis justement on a du mal à sortir la tête du lot. Donc concrètement, c'est les multiples petites tâches qu'il faut gérer de toute façon, et qui font que parfois, quand je m'y mets, en fait, ça me prend la journée, et à la fin de la journée, je me dis mais j'ai pas réussi à avancer sur les projets, j'ai pas avancé comme ce que je voulais. Donc c'est plus ce côté arriver à trouver l'organisation qui fasse que l'organisation qui permette de tout gérer en parallèle, sans se retrouver à subir, à rester dans la maîtrise de ce qu'on fait et pourquoi on le fait, et garder la sérénité au quotidien. Ouais, j'ai l'impression que c'est la problématique de beaucoup d'entrepreneurs, que l'entreprise soit au service de l'entrepreneur, et pas l'inverse, de subir son entreprise et d'être sous l'eau. C'est compliqué d'arriver à poser des limites. Et d'autant plus quand c'est notre entreprise, on travaille pour nous, surtout si on aime ce qu'on fait. Moi, ça m'arrive... on en parlera peut-être juste après. Ça m'arrive de travailler, de pas arriver à m'arrêter. J'ai toujours travaillé beaucoup en cabinet. Je travaille encore beaucoup, en fait. Il y a des choses qui changent pas. Mais j'adore ce que je fais. Et c'est compliqué, surtout quand on est dans des phases où on a beaucoup d'énergie, où on veut mettre en place plein de choses, on a plein d'idées, plein de projets, et de se dire... ah oui, mais là, quand même, il faut que je fasse attention, il faut quand même que j'aille me reposer, il faut encore que... parfois, le corps, il dit « attention !» Donc parfois, c'est frustrant de se dire « je m'arrête, je fais autre chose, ça va me faire du bien », alors qu'on a envie de travailler, et avancer, et développer les projets. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est moins agréable, mais qui s'apprivoise petit à petit, d'arriver à vraiment profiter... des moments qu'on a. J'ai une famille, donc je tiens à arriver à profiter aussi des moments en famille, et pas seulement me dire culpabiliser parce que j'avance pas sur tel projet pro, et puis d'un autre côté, quand je suis sur mon projet pro, je culpabilise parce que j'ai pas assez profité de mes enfants, par exemple. Ça c'est une vraie problématique pour moi, d'arriver à bien profiter des choses, et puis se laisser le temps aussi, parce qu'on veut souvent aller beaucoup plus vite que la musique, et donc laisser le temps aux choses, laisser le temps à certaines graines de germer, et là en l'occurrence, si on reprend l'exemple du diplôme d'expertise comptable, c'est une graine que j'ai plantée il y a des années, et puis qui aujourd'hui me permet de développer mon activité, et que je vois s'épanouir finalement aujourd'hui, mais il a fallu du temps. Et justement, ça me fait penser, on t'en parlait tout à l'heure, que le fait d'avoir le diplôme, toi, ça t'avait pas changé fondamentalement, mais c'est plus peut-être un peu la crédibilité ou le regard des autres. Du coup, notamment, je pense, quand tu accompagnes des personnes pour le mémoire DEC, c'est mieux forcément d'avoir eu son DEC. Oui. Et peut-être sur le côté formation pour les entrepreneurs aussi, où c'est gage quand même de qualité, de confiance. Oui, absolument.
Donc c'est quelque chose c'est pour ça que tu recommandes de le passer si on peut, parce que peu importe ce qu'on fait, ça sera toujours oui, bénéfique. c'est qu'en fait, on peut avoir le diplôme et avoir une multitude de choix possibles. Le métier traditionnel, on peut être expert comptable, entrepreneur en tant que tel, développer des missions autour de l'accompagnement, autour de la formation, c'est tout à fait possible. On peut être que formateur, il y a des diplômés d'expertise comptable qui ne sont que formateurs. Donc voilà, c'est aussi accepter ou arriver à sortir des rails, parce qu'on peut se dire, l'expert comptable, voilà, il a sa mission en particulier, mission traditionnelle. Bah oui, mais non, en fait, il a un bagage énorme et une formation qui est vraiment super et qui lui permet de faire plein de choses après, et pourquoi pas de changer. C'est ça aussi, c'est se laisser cette possibilité de se dire qu'il y a d'autres voies qui sont possibles. il y a plein de voies qui sont possibles, et parfois c'est savoir prendre le temps pour soi de savoir ce qu'on veut faire, pourquoi on le fait à nouveau. Et puis aussi l'expert comptable coach. Maintenant, de plus en plus, on se tourne vers le coaching. Donc, c'est aussi une voie possible. Coaching de dirigeants, ça, il y a un vrai besoin. Et l'expert comptable peut avoir toute sa place pour accompagner ses clients sur la partie financière, mais pas que. Justement aussi sur la partie équilibre vie pro, vie perso. Alors comment tu gères? Est-ce que c'est important pour toi? Parce que tu disais que tu travaillais beaucoup, mais en même temps tu avais envie de faire des choses. Donc peut-être que quand tu travailles, est-ce que tu fais quand même la séparation entre pro et perso? Peut-être pas trop, parce que en fait, vu que tu aimes ce que tu fais, tu n'as pas l'impression de travailler. Enfin, comment tu gères? Alors, l'équilibre, pour moi, est un de mes mots favoris. équilibre de l'entrepreneur, équilibre de l'entreprise, équilibre personnel. Enfin, l'équilibre fait aussi que c'est être en mouvement. Hein. C'est toujours, si on est sur un vélo et qu'on s'arrête, on perd l'équilibre. Donc, c'est arriver à avancer tout en trouvant son organisation, son propre équilibre, et qui est amené à changer. Il se trouve que j'ai 2 enfants qui sont tout petits, qui ont 2 ans et 5 ans. Donc ça aide à remettre le sens des priorités régulièrement. Et donc oui, j'attache une importance particulière à cet équilibre. J'attache une importance notamment à être présente pour eux. Et aujourd'hui, l'organisation que j'ai me permet, et ça c'est une chance, et j'essaye de ne pas l'oublier, me permet d'être présente pour eux, de participer à des activités scolaires notamment, de prendre du temps en semaine pour passer du temps avec eux, chose que j'avais beaucoup de mal à m'autoriser, ou que j'aurais eu beaucoup de mal, je pense, à m'autoriser avant. Du coup, c'est finalement pour moi l'équilibre pro-perso, c'est à la fois trouver son organisation, et c'est du coup changer un peu le cadre qu'on peut avoir de travailler de 9h à 18h ou plus. Voilà, c'est travailler quand c'est bien pour nous. Alors bien sûr, après, il y a les contraintes des clients. Il faut que ça colle avec notre activité et la manière dont on se développe et dont on développe notre offre. Mais du coup, j'adapte mon organisation, mon planning aussi en fonction des contraintes, de mes contraintes, de mes besoins, et puis bien sûr en tenant compte des contraintes des clients, mais c'est un challenge de tous les jours. C'est ça qui est bien quand on est entrepreneur, c'est qu'on peut un peu moduler sa semaine, sa journée, ou travailler plus tard le soir, ou plutôt le matin, le week-end, exactement. Ou quand les enfants dorment, souvent je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, je confirme. Mais du coup, on est moins sur le côté, enfin en tout cas moi je suis moins sur le côté on travaille pas le soir, on travaille pas le week-end, il y a moins de frontières en quelque sorte, mais parce que ça me permet de faire ainsi, ça me permet d'être présente au moment où c'est important pour moi. Et est-ce que tu es fière de ton parcours, et pourquoi? Fière, oui, fière d'avoir sauté le pas de l'entrepreneuriat, justement. Moi qui étais plutôt sur des rails, encore une fois, qui était plutôt sur la voie classique, me laisser le plus de portes possible sans savoir exactement, et puis sans m'autoriser quelque part quand même l'entrepreneuriat, être indépendante, d'avoir eu d'une part cette richesse de mission, d'expérience. Quand je regarde dans le rétroviseur, je me dis c'est chouette, ça m'a appris plein de choses, ça me permet d'être ce que je suis aujourd'hui, et puis fière
d'avoir osé sauter dans le vide quelque part, ou d'une certaine manière, parce que c'est repartir sur certains points complètement à zéro. Donc oui, j'en suis fière. Ah oui, quels sont tes futurs projets, si tu en as? Parce que là, pour l'instant, je crois que tu es toute seule. Est-ce que c'est du coup une volonté? Est-ce que tu voudrais embaucher des gens ou pas? Est-ce que tu voudrais travailler plus ou travailler moins? Ou est-ce que tu as pour objectif d'augmenter ton chiffre d'affaires ou peut-être de réduire ton temps de travail? Enfin, c'est quoi un peu peut-être tes objectifs de 2023 ou des années à venir? Alors, 2023, c'est de développer les projets que je souhaite développer, notamment sur la partie, du coup, accompagnement de mémorialistes, parce que jusqu'à présent, j'étais vraiment sur le développement de l'offre auprès d'entrepreneurs. Donc là, mon enjeu pour moi, c'est de capitaliser sur cette activité, tout en développant une autre boîte, en fait, en parallèle, avec une autre cible, voilà, une autre stratégie de communication, etc. Donc, pour moi, c'est avoir la même organisation, en tout cas, encore une fois, une organisation qui me permette de vivre sereinement, de pouvoir me rémunérer comme ce que je peux faire aujourd'hui. Et puis, à moyen terme, c'est d'embaucher ou de m'associer, ou enfin, en tout cas, d'emmener du monde avec moi. Voilà, j'ai créé une structure dans l'idée de ne pas rester seule, en tout cas à moyen ou long terme. Donc là, pour l'instant, je considère que je pose les bases, que je développe des produits. J'ai créé une formation en ligne pour les entrepreneurs, par exemple. Donc, je crée aussi des produits en ligne, en ligne et des accompagnements. Et donc l'idée, c'est ensuite aussi d'être ouverte aux opportunités qui se présentent, d'emmener, pourquoi pas avec moi, des personnes qui partagent la même vision, les mêmes envies, voilà, la même vision de ces différentes manières qu'on peut exercer en tant que coach, en tant que formateur, en tant qu'expert comptable, pourquoi pas. Très cool. Bah écoute, moi je pensais que tu n'allais pas forcément vouloir recruter des personnes parce que tu sais, souvent tu as des profils indépendants en mode j'aime bien être tout seul dans mon coin, enfin recruter ou / s'associer, ou parce que tu as des profils comme ça qui aiment bien pouvoir gérer leurs petits trucs, ne pas avoir à manager des gens parce que du coup c'est du temps que tu passes en plus, que tu dois gérer des embrouilles, on va dire, en plus, etc. Super intéressant du coup. Et est-ce que si c'était à refaire, il y a des choses que tu ferais différemment ou pas? Juste pour rebondir sur ta question précédente, c'est très lié à l'expérience que j'ai pu avoir aussi en cabinet. J'avais des équipes, j'ai rarement été toute seule, à part maintenant, même si maintenant je m'entoure aussi d'entrepreneurs, mais c'est pas pareil. J'ai trouvé des clients, des collègues, des amis parmi les différents réseaux, mais pouvoir partager au sein de la même structure des choses, je trouve que c'est encore différent. Et puis on peut, enfin, à mon sens, ça permet aussi de s'ouvrir, de pouvoir cumuler ou s'associer via des compétences qui peuvent être complémentaires. Donc c'est hyper intéressant. Si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu referais différemment? Je pense pas. Il y a des choses où je me dis j'aurais pu faire, ça aurait été bien si ça avait été plus vite, mais en même temps c'est ce qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui, et donc non, je trouve que c'est le cheminement aussi qui avance petit à petit. Ce sont les expériences qui, certaines étaient faciles, d'autres qui étaient plus difficiles, qui font qu'on crée notre voie, on suit notre chemin. Donc, pour l'instant, non. Et une dernière question, alors, si tu avais un conseil à donner à la Amandine qui avait 20 ans, qui était, je pense qu'elle était en DUG, peut-être, ou qu'est-ce que tu lui dirais? Tu vois, j'ai plutôt envie de parler à l'Amandine qui avait 6 ans et qui se disait, comme ce que je dis en fait à ma fille aujourd'hui, qui se dit mais qu'est-ce que je vais choisir comme métier? Il faut que je choisisse. Et en fait, j'ai envie de lui dire, t'as pas besoin de choisir maintenant, t'as du temps. Et même si tu choisis, tu pourras toujours changer. C'est pas parce que tu choisis une voie, c'est pas parce que tu te spécialises qu'au contraire, ensuite tu peux pas trouver d'autres opportunités, te reconvertir, oser. Donc quelque part, je dirais,
garde confiance en toi, ose, teste, échoue, recommence. Et puis fais-toi ton chemin et assume ce que tu veux faire, comment tu veux le faire. Profite de chacun des sommets que tu gravis, parce que c'est souvent ça aussi. On obtient quelque chose, puis on regarde toujours après ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut obtenir. C'est toujours la course perpétuelle. Donc c'est aussi profite de ce que tu as, de chacune des étapes. Et puis de toute façon, le chemin se fera et garde confiance. Qui est valable en plus à n'importe quel âge. N'est-ce pas? Donc je me le redis à moi-même aussi maintenant, c'est bien. Super, merci beaucoup Amandine. Merci à toi. Merci. À bientôt. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces 3 options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.